Bienvenue dans la taverne. Il est fort possible que cette vidéo déchaîne les passions. Il est certain que bon nombre d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce qui va suivre, tandis que d'autres le seront. L'espace commentaire est là pour ça, mais s'il vous plaît, dans le respect et la bienveillance. Ok, ça va être dur à expliquer. Pour résumer, disons que j'ai fait une grosse erreur. Actuellement, il est 2h du matin chez moi. J'ai lancé ma partie à quoi 20h, et je me suis dit, allez, on joue qu'une heure et on va se pager. Et là je me retrouve à cavaler dans la pampa à la poursuite d'un type qui m'a menti sur sa réelle identité. Et tu vas voir dans un instant que pour en arriver là, il m'est arrivé une avalanche de péripéties. Mais juste avant, j'ai une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Pas de jouer à The Witcher 3, hein, c'est pas de ce jeu dont on va parler aujourd'hui, mais de tous les jeux où les quêtes secondaires te font dévier de la quête principale. T'en penses quoi de ces quêtes? Tu les aimes? Tu les détestes? Est-ce qu'il y en a une qui t'a suffisamment marqué pour que des années plus tard tu t'en rappelles encore? Alors moi, en ce qui me concerne, je te le dis direct, il y en a un paquet. Et on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais là, comme ça, à brûle pour point, y a quoi qui te vient en tête? Sans réfléchir, quelle quête te vient à l'esprit? Est-ce que tes souvenirs te transportent en bord de ciel avec Skyrim, en Grèce antique avec Assassin's Creed Odyssey, à Night City avec Cyberpunk, dans l'Ouest américain avec Red Dead Redemption? Comment est-ce qu'on peut se souvenir de petites histoires complètement facultatives au jeu, et ce, des années plus tard? C'est ça la question. Pourquoi moi, je me souviens très bien de l'homme étrange dans Red Dead 1, de la bombe à mégatonnes dans Fallout 3, de la quête du loup-garou tueur dans The Witcher 3? Comment c'est possible même? Et au final, est-ce que c'est toujours aussi bien que ce qu'on voudrait nous faire croire les quêtes secondaires? Est-ce que parfois c'est pas un peu chiant, répétitif? Pourquoi il y a une forme de lassitude qui s'empare de nous parfois dès lors qu'on voit un point d'interrogation ou d'exclamation apparaître au-dessus de la tête d'un PNJ? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, des quêtes secondaires dans le jeu vidéo, parce que c'est un bon dieu de bon sujet ça. Alors pourquoi on n'en parlerait pas? Bon, maintenant, j'espère qu'en ce qui te concerne, t'as quelque chose à boire ou à grignoter, mets-toi à l'aise pour écouter et laisse-toi emporter. Parce qu'aujourd'hui ton pote le tavernier a encore une histoire à te raconter. Sous l'ombre des bois résonne un chant, des voix qui appellent au fil du vent. Venez contempler la flamme quand doucement s'en va le jour. Les amours perdus, les légendes, les soupirs des grands troubadours. À la taverne d'Halloween, le temps s'efface. L'histoire murmure sous chaque fer qui passe. Salut toi. Tu m'excuseras, je suis à moitié en train de bouffer, mais parce que le sujet d'aujourd'hui, je te cache pas qu'il est costaud, hein. Donc là j'essaie de prendre des forces histoire de... Salutations, Halloween le tavernier, je suis Dogmar le Noir et j'ai une quête de Non. la plus haute importance. Arrête-toi, pour je toi. m'en tape. Comment? Mais je... En plus t'es sacrément corneau l'ami, c'est d'un navigateur dont t'as besoin, pas d'un capitaine. Et j'imagine que tu en connais un bon. Tout juste Auguste, il s'appelle GX. Et c'est le meilleur navigateur des 7 mers. Eh mais c'est un placement produit, espèce de salopard. Eh oui vieille poche, qu'est-ce que tu croyais? L'info est pas gratuite. Opéra GX est un bon client de la taverne, normal que je recommande ses services. Alors je vais te dire, en plus d'être à mon sens le navigateur le plus adapté aux gamers, c'est... Ah bah non, c'est tout, ça devrait suffire, c'est le plus adapté. Avec le GX Control, tu peux limiter l'usage de ta RAM et de ton processeur et de ta bande passante. Fini les ralentissements quand t'as un stream, une vidéo YouTube ou un jeu lancé en même temps. Et contrairement à mes piliers de comptoir, lui, au moins, il te laisse le contrôle total sur tes ressources. Ouais, mais ton pote le navigateur là, il peut s'adapter à mes goûts et mes désirs. Mais qu'est-ce que tu me racontes gros dégueulasse? Ah mais non mais pas du tout, je veux savoir... Tu veux savoir s'il est personnalisable? Eh bah figure-toi que oui. Grâce au GX Mode, tu peux changer les sons, les icônes, les animations, la police d'écriture et même le splash screen à l'ouverture. Tu vois, moi par exemple, j'aime bien Very Spirited, ça me fait penser à ma taverne, là, dans mes collines, et il y a... Ah oui, non, moi je crois que je lui demanderai GX Boy, je trouve ça cool, on dirait un vieux jeu et... Ouais bah écoute, après tout, c'est toi le taulier, hein, c'est toi qui vois. Avec l'outil d'importation rapide, tu transfères en un clic ton historique, tes favoris et même certaines de tes anciennes extensions. T'as littéralement aucune excuse pour pas tester, hein. Et la meilleure partie? C'est gratuit? Totalement gratuit, t'as juste à cliquer sur le lien en description et télécharger Opéra GX. Une fois que tu l'auras essayé, je parie ma meilleure bouteille que tu voudras plus jamais revenir en arrière. Et ça vaut aussi pour vous, chers clients. Testez-le et osez me dire que vous aimez pas. Au fait, Dogmar je sais pas quoi là, tu m'expliques pourquoi t'as besoin d'un navigateur au juste? Ah oui, j'ai perdu mon tricorne magique dans la baie des monstres à quelques encablures et je pense que... Ah je vois, d'accord, donc c'est une quête secondaire merdique, c'est ça? Comment? Ouais, tu peux te tirer maintenant. On sert pas les PNJ comme toi ici. Et ça va me permettre justement de raccrocher les wagons avec... notre vidéo. Faut jamais faire ça hein, avec le pain.
Sans rire, hein, les quêtes secondaires c'est bien le genre que j'adore aussi bien que je déteste. Parfois c'est tellement poussif que ça en vient à briser ton immersion. C'est inattendu mais dans le mauvais sens du terme, vous voyez. Je prends l'exemple de Cyberpunk, tiens. Ce jeu, je l'adore. Il est dans mon top 10, c'est certain, je trouve qu'il y a une ambiance qui est unique, j'ai rarement ressenti ça dans un jeu vidéo, et je l'adore. Par contre, je dois reconnaître que les missions étaient parfois aussi chiantes qu'une file d'attente à la poste. Tu passais en voiture dans un quartier et t'avais direct un coup de bigot d'un gus qui te demandait d'aller en fumer un autre. Ça sortait de nulle part, ça t'interrompait dans ton jeu, et en plus ça t'emmerdait parce que t'avais pas envie de la faire cette quête à la con. Alors ça vient de quoi? Que la quête est inattendue, qu'elle sort de nulle part? Je pensais ça aussi, mais en fait non, parce que si je reprends mon The Witcher 3, du même studio, je m'aperçois que c'est pas construit tout à fait pareil. Je rappelle, il est 2h du matin, et je me retrouve à courser un type alors que je voulais pas du tout faire ça à la base. Et est-ce que tu sais comment c'est arrivé? Est-ce que tu devines comment ce piège, ce traquenard m'est tombé dessus? Parce que c'en est un, hein, soyons clairs, demain je bosse, je vais être explosé. Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai naïvement pensé que The Witcher 3 était le genre de jeu où tu pouvais lancer une partie comme ça, pour rien. Oh, ça fait un moment que je me suis dit, oh j'ai envie de voir le prologue, que je me suis dit, ouais mon œil tiens. Même si c'était ce que j'avais décidé, il n'était pas question que le jeu me laisse faire la quête principale. Ah non. Le deal était pourtant simple. Je débarquais dans la zone de départ du jeu avec un objectif. Trouver un chasseur dans la forêt. Ok, très bien, je me revois prendre le cheval et cavaler jusqu'à l'objectif, mais c'était mal connaître le jeu. En chemin, je tombe sur une mamie, occupée à tambouriner à la porte d'une vieille baraque, alors moi, curieux, je descends et je lui demande ce qu'elle trafique. Elle me répond qu'elle vient récupérer sa poêle. On lui a emprunté la veille chez elle, et elle aimerait bien la récupérer. La pauvre grand-mère. Bon maintenant que je suis là, je vais pas me barrer, je vais l'aider. J'enfonce la porte et je rentre. Et là je tombe sur le corps d'un espion assassiné qui était occupé à écrire des lettres secrètes avec les résidus carbonisés de la poêle. Ok, la quête est terminée, hein, je rends sa poêle à la vieille, ça m'a pas pris longtemps, et c'était plutôt marrant, hein, faut le reconnaître. Maintenant, alors que je reprends tranquillement ma route, je tombe de nouveau sur quelqu'un en plein bivouac dans la pampa. Lui, son truc, c'est qu'il a perdu son chargement dans une attaque de monstre. Son chariot est à 10 mètres, mais il a trop la trouille d'y aller tout seul. Même scénario, maintenant que je suis là, je me dis que ce serait dommage de garder cette quête pour plus tard. Et qu'après tout, ça va me prendre quoi? 2 minutes à tout casser? Ouais, je peux vous dire qu'il a un sacré pif, l'ami Halloween. Parce qu'en fait, le chariot, il est pas du tout à lui, c'est même lui qui l'a attaqué. Et voilà comment je me retrouve, assez rapidement, à 2h du matin, complètement dévié de mon intention première qui était de rush la quête principale. Est-ce que vous voyez un peu la différence maintenant? Est-ce que vous comprenez pourquoi dans un cas je suis resté impassible, et même un peu agacé, et que dans l'autre je suis resté accroché, constamment détourné de mon objectif premier, mais toujours distrait et jamais ennuyé? Dans les deux cas, l'appel à l'aventure était inattendu, hein. Dans les deux cas, l'événement a surgi sur ma route alors que je m'y attendais pas du tout, mais le résultat, lui, il est assez différent. Dans Cyberpunk, la quête elle est intrusive, il n'y a pas ce sentiment d'urgence ou d'occasion manquée, on se dit que le jeu force pour qu'on fasse sa quête affiliée au quartier dans lequel on est en train de passer, hein. Et généralement, en plus on sait que c'est assez pauvre comme scénario, qu'il n'y a rien d'intéressant à part un gunfight, alors je vous fais pas le dire, ça rend la chose encore moins attrayante. Si tu veux en savoir plus, jette un œil à la pièce jointe. Je te joins les détails. Détails en PJ. Plus d'infos en PJ. Plus d'infos jointes. Détails en PJ. Les événements avec les cyberpsychos par exemple, je te les résume en 2 phrases, c'est t'as leur localisation exacte au début du jeu, t'arrives au lieu du massacre, gunfight avec le cyberpsycho et point barre. Si tu veux du lore ou du scénario, t'as les enregistrements audio et les entrées de journal, mais... Alors je sais qu'il y en a qui ont bien aimé, moi-même ça m'a fait marrer d'exploser les gens à coups de katana et de pompe, mais faut avouer que... bordel, il y avait mieux à faire quand même, hein. À présent, si je reprends The Witcher, même si j'ai conscience que le jeu m'a jeté ça et là des personnages pour que je fasse leur quête affiliée aussi, tout est amené naturellement, il n'y a aucun forcing, aucun appel du pied, c'est le level design qui me les amène sur un plateau d'argent, je suis juste intrigué, en tant que joueur, par ces 2 événements placés stratégiquement à des endroits où je vais nécessairement passer. Une grand-mère qui tambourine à une porte et réclame sa poêle, et un type complètement chamboulé sur le côté de la route. C'est sûr que je vais passer devant eux. C'est assez pour que ça titille ma curiosité et que je me dise, tiens, je vais m'arrêter 2 secondes, je vais voir ce que c'est ce délire. Dans Cyberpunk, tu passes en moto ou en voiture, et là, c'est comme si tout à coup tu te faisais démarcher par un arnaqueur au coupon PCF. Et ça vous fait quoi d'arnaquer des gens, et de les harceler, d'envoyer des messages, etc. Allez, sur ce, on arrête. Non, on arrête de parler. Là où je veux en venir, vous l'aurez compris, c'est qu'une quête, faut qu'elle soit bien amenée. Moi je sais pas vous, mais dans certains jeux j'ai développé l'angoisse des quêtes secondaires tellement que ça me saoule. Alors que, on l'a vu, il y a plusieurs bonnes façons de les mettre sur le chemin du joueur. Ce peut être littéral, comme l'exemple du début de vidéo avec ces PNJ qui réclament ton aide. C'est notamment ce que fait très bien Red Dead Redemption 2 en faisant même de ces quêtes des événements aléatoires. On a aussi les tableaux de quêtes à la The Witcher 3 qui sont des endroits extrêmement bien introduits dans l'univers, ainsi qu'au joueur qui sait exactement ce qu'il y trouvera. C'est-à-dire que s'il veut faire une mission, il prend le contrat, et s'il veut pas, il la laisse là où elle est. Et enfin, la classique, on peut
aussi débloquer des quêtes en parlant avec des PNJ. C'est le système choisi dans 99% des open world et ça reste efficace du moment qu'à l'issue de la conversation, tu repartes pas avec 10 nouvelles entrées dans ton journal de quête. Bonsoir, All-Uwin. Je suis Abigor du royaume Elsanar et j'ai grand soif. Eh ben on va te servir l'ami, attends que... Ah mais c'est quoi ce truc de con là? C'est parce que j'ai été banni de mon royaume par mon père, le vieux roi Harold. Pendant ma fuite, j'ai d'ailleurs traversé une contrée fantomatique, envahie par les spectres. Ah, et aussi, il y a une porte d'entrée qui claque. Voilà, bah ça tu vois par exemple ça m'énerve. J'ai l'impression de me faire agresser par le jeu. Pour moi, ça doit pas servir à ça une quête secondaire. Ça doit servir à... Bah à quoi d'ailleurs, tiens? Elles servent à quoi en fait? Bah ouais, ça paraît légitime de se poser la question, certains jeux n'en ont pas, c'est ligne droite et puis point barre. Y a pas de tableau de quête ni rien, et pourtant, ils sont excellents, donc preuve est faite que c'est pas un passage obligé. Mais alors pourquoi on continue d'en faire? Eh ben je commençais par le plus évident et en même temps le plus chiant, bah ça me semble évident, ça permet de gonfler la durée de vie d'un jeu, de faire du remplissage en quelque sorte. Et je sais que vous aimez pas trop ce terme, parce que ça évoque un martèlement de missions génériques et sans grand intérêt, provoqué par des investisseurs véreux qui poussent aux fesses pour que les développeurs changent leur fusil d'épaule au dernier moment et rallongent artificiellement la durée de vie, mais ce côté remplissage il est quand même parfois assez logique quand il réfléchit. Imaginez que vous veniez à créer un open world hyper intéressant, avec une véritable genèse. Un univers riche. Si la quête principale c'est d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire de traverser une map immense mais vide, tout ça pour faire avancer l'histoire principale, eh ben ça va vous ennuyer. Vous allez vous dire, mais pourquoi ils se sont emmerdés à créer tout ça si c'est pour rien y mettre dedans? Et vous aurez raison. Autant faire des jeux couloirs si c'est pour créer une map immense mais vide. On a l'exemple récent de Forspoken qui est assez parlant, ou celui de Suicide Squad qui est finalement assez kiffant mais très creux aussi. On est loin de ce que Rocksteady faisait à l'époque des Batman Arkham. Alors c'est pour cette raison que d'une manière presque naturelle maintenant, on en vient à ajouter du contenu bonus, supplémentaire, parfois même pas lié à la quête principale, seulement à l'univers. Ouais, enfin bon, tu m'excuseras, dans Shadow of the Colossus, fallait traverser une grande map vide pour aller de boss en boss, et pourtant le jeu il est hyper culte, hein. Ah bah tu vois, je l'attendais celle-là. Bah normal, c'est toi qui fais le script. C'est pas pareil. Déjà, l'ambiance, l'univers même de Shadow of the Colossus joue sur cette impression d'être esselé, perdu au milieu d'un univers gargantuesque, que renforcent les colosses dans une espèce de gigantomachie à laquelle votre héros s'oppose, du haut de son 1m60 là. Maintenant, on va pas se mentir, Shadow of the Colossus, il est peut-être culte, il est peut-être génial, mais demain, en Big 2025, il y a un jeu comme ça qui sort, surtout si c'est un gros studio qui le produit, tu peux être certain qu'il se fait arracher. Ah mais alors ça, mais c'est même sûr, les gens vont râler parce qu'ils ont pas leur dose de quête FedEx. Les journalistes vont le torpiller en appuyant sur une durée de vie faible. Maintenant, c'est pas plus mal qu'il soit sorti en 2005, parce que si c'était Ubisoft qui s'en occupait aujourd'hui, ça donnerait probablement ça. Ubisoft, c'est un peu l'exemple du mauvais élève, parce qu'en voulant faire comme tout le monde, il fait un peu tout ce qu'il faut pas. C'est-à-dire que le studio a tendance à vouloir rentabiliser chaque centimètre carré de sa map pour faire du contenu. Sur le papier, on se dit chouette, ça fait du contenu, mais si le capitalisme nous a appris un truc ces dernières années, c'est que produire en quantité, c'est souvent revoir à la baisse sa qualité. New game every year, new coat of paint, same combat, same map that's just too big, mediocre writing. Sans rire, il y a des quêtes, je les vois un peu comme des trophées PlayStation, où quand tu les vois, t'as l'impression que ça a été fait par le stagiaire, comme ça, pour donner quelque chose à ranger aux joueurs, parce que c'est bien connu, le journalisme des années 2010 l'ont bien matraqué, un jeu avec une bonne durée de vie, c'est un jeu bien. Y'a qu'à voir les tests sur jeuxvideo.com à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez de Avatar Frontiers of Pandora, mais c'est l'exemple type du jeu avec des quêtes secondaires ronflantes et pas intéressantes pour un sou. À base de va chercher des champignons, rapporte des champignons, cuisine des champignons, oh ça va, je suis qui moi, merde, Gargamel? C'est donc pas le tout de remplir son jeu avec des quêtes secondaires, encore faut-il que ce contenu soit intéressant, apporte une réelle plus-value au matériau de base. Sinon ça revient à prendre le jeu, lui enfoncer un tuyau dans le fondement et gonfler artificiellement sa durée de vie. Et vous connaissez ça, non? Qui d'une mission filature dans Assassin's Creed, qui d'une mission FedEx dans Starfield. Et bah voilà, et ça c'est nullissime et ça n'a aucune utilité à part celle de dire plein d'aplomb aux journalistes « Waouh, notre jeu a une durée de vie estimée à 500 heures. Vous vous rendez compte ?» Ok, je suis un petit peu taquin ce soir, mais vous l'aurez compris, une quête secondaire, c'est pas uniquement un moyen bête et méchant d'augmenter la durée de vie d'un jeu, c'est aussi un moyen de le diversifier, d'explorer une pluralité de thèmes. Bah ouais, parce que si tu y réfléchis bien, les quêtes secondaires permettent un peu au jeu de montrer plusieurs facettes de lui-même. Il y a 10 salles, 10 ambiances en quelque sorte, enfin quand c'est un bon jeu. Quoi, bah tu me crois pas espèce de badabeu? Tu vas voir. Badabeu? Imaginez que vous ayez relancé votre vieux Skyrim. Vous passez une soirée plutôt chill à vous balader dans Bord de Ciel, et pourtant, vous vous apprêtez à passer une nuit mémorable. Mais vous ne le savez pas encore. Pour l'instant, tout ce que vous savez, c'est que cette partie ressemble à toutes les autres. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce ?
Justement, vous profitez d'une halte à Blancherive entre deux aventures pour poser vos bottes crottées et vos panards meurtris devant la cheminée de la jument pavoisée. Vous avez pas fait 2 mètres qu'un pilier de comptoir vous accoste, le soudard a pas froid aux yeux, d'ennuyer ainsi le Dovahkiin, il vous propose un concours de boissons. Si vous réussissez, vous gagnez un bâton. Bon ok, la récompense est naze, mais vous n'avez jamais reculé devant un défi honnête. Vous enchaînez les pintes jusqu'à ce que... Hé, vous avez mauvaise mine. Debout. Il est temps de vous réveiller, espèce d'ivrogne sacrilège. Vous vous réveillez tout ankylosé, à des milliers de kilomètres de la taverne. Dans un temple en fait. Vous le savez parce que l'une des prêtresses vous hurle dessus et vous commande de nettoyer le merdier que vous avez foutu dans la salle. Une fois que vous avez ramassé les 3 bouteilles de pinard qui traînaient, elle vous envoie dans un bled paumé chercher votre compagnon de beuverie. Ah bah oui, parce que le Sam avec qui vous picoliez, malgré son prénom, il a pas trop joué son rôle. Une fois sur place, c'est un énième protagoniste vénère qui vous attend. Alors, lui son truc c'est qu'apparemment, vous lui auriez tiré sa chèvre. Enfin, vous lui auriez volé quoi. Volé. Et en plus, pour la refourguer à un géant, s'ensuit une scène de négociation avec le grand balourd pour récupérer la biquette et... Ah, allez, suis-moi. Ah, suis-moi, saloperie. C'est la même merde que dans The Witcher, sérieux. Une fois que vous lui rapportez Blanchette, le Pégu vous renvoie à Blancherive auprès d'Isolda. Sur place, vous attendez la pauvre femme comme le dernier des stalkers et elle vous apprend, elle aussi, que vous avez fichu un beau bazar hier soir. Entre autres, vous avez voulu vous marier. Et lorsque vous vous amusez à aller rencontrer votre promise, vous vous apercevez que c'est une vieille affreuse. Pour finir, en voulant remonter la piste, vous tombez dans un camp de nécromanciens. Et tandis que vous êtes affairé à vous débarrasser d'eux, un portail s'ouvre. Sam, notre compagnon de picole, se tient devant nous. Enfin, pas tout à fait. Il s'agit en fait de Sanguine, le prince des draps de la débauche, qui nous annonce nous avoir fait subir cette nuit uniquement pour se divertir. Bah tiens, pourquoi pas, ouais. À la suite de quoi, il nous renvoie à la taverne cuver notre carré de vigne, et c'en est fini de cette quête. Alors, est-ce que vous voyez un tout petit peu où je vais en venir avec mon histoire? Mais à qui tu parles, Louine? Bah, aux abonnés. Ah. Et à ceux qui sont pas abonnés d'ailleurs. Allez-y, vous avez le temps là. C'est quoi, je patiente. Abonnez-vous. Cliquez sur le bouton. Allez-y. Enfin, j'ai pas de montre là, mais... Soyons clairs, Skyrim est un RPG plutôt sérieux, épique et même parfois un peu sombre. La plupart des quêtes que vous accomplirez dans le jeu sera souvent de tuer des gens, des dragons et des trucs que je sais même pas ce que c'est. Vous vous battez, c'est ça le cœur du jeu. Mais là, on a quelque chose de complètement différent. Une histoire, une quête à la very bad trip. Vous vous réveillez avec tout le pays à vos trousses pour vos bêtises d'ivrogne. C'est une quête qui, sans sortir de l'univers du jeu, apporte une nuance, une diversité super appréciable. L'épique est toujours présent, de même que le combat, mais il est atténué par la bouffonnerie de la situation. Et je pourrais dire exactement la même chose de The Witcher 3 et de sa quête Chaleur du foyer, où vous vous mettez une immense murge à Kermoren avec les autres sorceleurs, en jouant à des jeux à boire. Et là je peux vous dire que y a des quêtes qui m'ont marqué dans ma vie de gamer, mais celle-là, c'était la première fois que je sautais de mon siège et que je finissais par terre en fou rire. Ah bah ça va, c'est pas dur de te faire rigoler en fait. Mais non, pas du tout. Attends, tu sais quoi, je vais te sortir un exemple un petit peu plus subtil. Je reprends l'exemple de Cyberpunk, tiens. Un univers complètement dystopique et désenchanté, où le crime et les corporations règnent en maître sur la ville de Night City. Et ben, là aussi, on a une quête qui prend le contre-pied de la morosité du jeu, avec cette histoire bouleversante du gars qui a le zigouigoui en feu. Et qui explose, si tu l'emmènes pas voir un charcudoc. Quit screaming in my ear. Le zigouigoui. Ah, vous avez raison, je crois que je suis un gros beauf en fait. Eh mais je suis pas le seul, ça a fait marrer des millions de joueurs ce genre de mission. Alors, je vous l'accorde, ça aurait sans doute pas été le cas si l'entièreté de Skyrim, The Witcher, Cyberpunk était comme ça, mais ces histoires restant occasionnelles, elles deviennent exceptionnelles, dans tous les sens du terme. Elles permettent d'apprécier le jeu différemment, de faire une pause et de relâcher la pression. On s'en souvient volontiers parce qu'elles sont si étrangères à l'ambiance initiale qu'elles finissent par ressortir encore davantage. Et là, j'ai parlé du rire, de la comédie, mais figurez-vous que ça marche aussi à l'inverse. Vous avez des histoires qui sont tellement sombres, creepy, lugubres, même pour l'univers dans lequel
elle se trouve, qu'elle devienne sans pareil. Tiens, je prends l'exemple du grand frère de Skyrim, Oblivion. Il y a cette guilde d'assassins, là, la confrérie noire, qu'il est possible de rejoindre dès le début du jeu en assassinant un innocent. Ensuite, c'est la classique, vous recevez la visite nocturne de Lucien Lachance. Déjà, rien que ça, mine de rien, ça fait baliser. Une fois dans la guilde, on fait la rencontre de nos nouveaux collègues de travail, notre nouvelle famille, et on accomplit quelques contrats pour le compte de la confrérie noire. Mais les choses viennent à se compliquer lorsqu'un traître semble avoir infiltré les rangs de la guilde. Lucien Lachance, le recruteur, nous demandera alors de purger le sanctuaire de tous ses membres, et voilà que nous nous retrouvons alors contraints d'assassiner nos frères et nos sœurs, et ce qui servira à rien, et aura pour conséquence de retrouver Lucien Lachance écorché vif et pendu dans une ferme. Alors je sais bien que Oblivion c'est déjà pas Jojo en termes d'ambiance, mais là ça te fout un sérieux coup au moral. C'est flippant et tordu et hyper traumatisant pour le joueur qui aura passé un bon moment avec les PNJ de la guilde. C'est un peu comme si t'avais une mission dans Red Dead Redemption 2 où Arthur devait zigouiller tout à coup toute la bande et que le jeu te forçait à le faire pour continuer l'histoire. En tout cas, vous voyez qu'une quête secondaire, ça peut permettre de multiplier les ambiances, varier les atmosphères, explorer une variété de thèmes. Mais ça ne sert pas qu'à ça. En un mot, l'univers, le lore, le background du jeu. Bon, ça fait plusieurs mots là, mais vous aurez compris. Une quête secondaire, ça sert à donner du relief au monde du jeu, le rendre vivant, montrer qu'il n'y a pas seulement qu'une histoire principale et des PNJ complètement dépendants de cette dernière, non. Ils ont aussi leurs problèmes du quotidien, leurs préoccupations, leurs propres quêtes, etc. Et là, quand on parle de PNJ, ce peut être le prêtre d'un village de Kingdom Come Deliverance qui vous demande d'enquêter sur une sorcière, un inventeur fou dans Red Dead Redemption 2, ou bien carrément vos compagnons dans Baldur's Gate 3. Et là, si les quêtes de base du jeu permettent d'enrichir déjà à leur niveau le lore, c'est rien en comparaison de celle de vos compagnons, qu'il s'agisse de l'émancipation d'Astérion vis-à-vis de son maître, de l'émancipation d'Ombrecoeur vis-à-vis des prêtresses de Char, de l'émancipation de Lazel vis-à-vis de son clan, de l'émancipation de Will vis-à-vis d'une certaine succube, de l'émancipation... Putain mais en fait il y a que des histoires d'émancipation, hein, je suis quoi moi, le juge des affaires familiales? En tout cas, il faut reconnaître que ce sont ces histoires-là qui ont le plus de profondeur. On explore à la fois le lore de l'univers et celui des personnages qui nous entourent. On n'a plus affaire à des tas de pixels, mais à des illusions vraiment très convaincantes, d'être fait de chair et d'os, capable d'éprouver des sentiments les plus humains qui soient. Ah et non de Gu, c'est beau ça. C'est pas les quêtes FedEx dont on a l'habitude d'ailleurs. Ah oui, parce que je me rends compte à ce stade de la vidéo que j'ai beaucoup utilisé ce terme là, FedEx. Alors, si on en parlait un petit peu. Vous savez, pour moi, il y a plusieurs types de quêtes dans le monde du jeu vidéo. On a d'abord les quêtes dites narratives, qui amènent donc une histoire, une narration, c'est la plus-value apportée au jeu. Dans le haut de la liste, la quête secondaire originale, épique et parallèle à l'univers principal, tellement intéressante qu'elle la sublime ou même parfois l'éclipse, suffisamment longue même pour passer pour un DLC du jeu. On va faire un petit bisou à CD Projekt Red parce que là, tout de suite, je pense aux quêtes du Baron Sanglant dans The Witcher 3 et celles de Panam Palmer dans Cyberpunk. On peut reprocher ce qu'on veut au studio, mais poutre Dieu, le talent narratif, il est là, il est au rendez-vous. Alors, c'est normal que j'en parle. On a ensuite la quête classique, contextuelle, un PNJ tout déboussolé vient nous trouver et nous demande de l'aide. Ça t'occupe quelques dizaines de minutes, c'est sympa, et en plus ça t'apprend des choses sur l'univers. L'exemple le plus connu c'est les derniers Assassin's Creed avec son florilège de quêtes moyennes. Et là on commence à arriver dans la deuxième catégorie, que j'appelle les quêtes fonctionnelles. Ce sont des missions dont l'intérêt principal ne réside pas dans l'histoire qu'elles racontent, mais plutôt dans l'impact qu'elles ont sur le gameplay ou la progression du joueur. Contrairement aux quêtes narratives qui enrichissent l'univers du jeu et développent des intrigues parallèles, les quêtes fonctionnelles, elles, servent avant tout à offrir des récompenses, introduire des mécaniques de jeu ou donner une occupation au joueur sans véritable enjeu scénaristique. Et parfois, effectivement, ça revient à gonfler artificiellement la durée de vie du jeu. Si vous vous emmerdez, c'est que c'est probablement une quête fonctionnelle que vous êtes en train de torcher. Il y a les quêtes de grind qui consistent à répéter inlassablement les mêmes tâches en boucle pour améliorer son personnage. Le but, c'est de faire du volume. Là, tout de suite, j'ai en tête la quête qui m'a traumatisé dans World of Warcraft. Le Vanilla, celle où tu devais tuer les loups de merde dans la forêt et rapporter leur peau. C'est le genre de quête typiquement MMO où t'as un objectif clair, tu sais que tu vas aller zigouiller des trucs pour une récompense, il y a pas trop de subtilité, mais au moins c'est limpide. Alors oui, vous allez me dire, j'ai pas utilisé le terme de farming parce que pour moi, farmer c'est volontaire et c'est une notion moins désagréable. C'est choisi, pas imposé par le jeu. Comme le fait de spammer les dagues de fer dans Skyrim pour level up le forgeage, tandis que le grind, ce serait un peu comme dans Assassin's Creed ou plus récemment Suicide Squad, que j'ai eu le malheur de faire cette semaine, vous aurez compris. Des missions ou des tâches pas très intéressantes, plus longues que le farming, mais que tu te forces à faire en boucle parce que le jeu te fait comprendre très subtilement que t'as pas encore le niveau. Après, tu me diras, je peux me tromper, et tu peux me l'expliquer. L'espace commentaire est là pour ça, après tout, on est en démocratie. Ah mais c'est absolument pas ça, quand tu prends la définition, la différence entre grinding et farming, c'est pas ce que tu...
Ouais, parce que j'ai une définition très personnelle de la démocratie aussi. Ensuite, on a les quêtes radiantes. Ce sont des tâches générées de manière procédurale qui permettent d'avoir en théorie des missions à l'infini. L'exemple le plus parlant, c'est peut-être Skyrim, avec ses primes de bandits et ses contrats de voleurs ou d'assassins. Vous avez fini l'arc de la confrérie noire? Pas de problème, il y aura toujours des gens à zigouiller, vous inquiétez pas. À chaque fois que vous reviendrez au sanctuaire, la mère de la nuit vous enverra assassiner une cible, et cette dernière sera aléatoire. L'avantage avec ce système, c'est que c'est la promesse d'un contenu infini, toujours généré de manière aléatoire. L'inconvénient, c'est que c'est super chiant, et en plus, vous y trouverez vite plus aucun intérêt. Personnellement, j'aime pas ce genre de quête et je trouve même qu'elle porte préjudice au jeu. Parfois, faut savoir mettre un point à une phrase, sinon elle devient trop longue. C'est la même chose pour certaines histoires. Et là, préparez-vous, on va vous parler de l'inexorable sous-catégorie des quêtes fonctionnelles, le fond de marmite que t'es bien obligé de gratter là, les quêtes FedEx. Alors qu'est-ce que c'est? Je suppose que même ceux qui suivent au fond de la classe, vous avez déjà entendu ce terme, c'est les missions les plus basiques et les moins appréciées. Elles consistent à faire de toi un coursier et à délivrer un objet ou un PNJ d'un point A à un point B. Emmener quelque chose quelque part ou aller chercher quelque chose quelque part, ça pourrait être une bonne définition aussi. Alors parfois je dis pas c'est bien intégré, comme dans Death Stranding, ok, celle-là elle est facile, c'est littéralement l'objectif du jeu de livrer des trucs. Et je veux même vous dire, si on y réfléchit bien, la quête de Sam Gaven dans Skyrim, c'est une mission FedEx. Ouais, parce qu'il faut qu'on aille chercher des objets à un point B pour les rapporter au point A. Si c'est pas du FedEx, ça, c'est quoi alors? Pourtant, quand vous l'avez faite, vous avez le sentiment d'être un Arban coursier? Absolument pas. Et pourquoi? Parce que c'était diablement bien amené. Et qu'en plus, ça a permis de développer le lore des Elder Scrolls. C'est quand même dingue de se dire qu'une des meilleures quêtes de Skyrim est en fait une succession de quêtes FedEx. Mais, pour un bon exemple, j'en ai 10 mauvais. C'est simple, ce genre de quête, c'est bien trop souvent la mort du fun. Le pire truc que vous puissiez faire dans un jeu pour occuper un joueur. Je reprends l'exemple de Avatar Frontiers of Pandora. Le jeu, c'est bien 30 à 40% de quêtes qui consistent à brasser de l'air dans la forêt pour aller chercher des champignons ou des plantes. J'exagère pas, c'est vrai. Tu retrouves ça même dans Boot and Blade avec les missions d'escorte de caravane ou de collecte auprès des paysans. C'est vraiment les quêtes que t'as pas envie de faire, que tu fais soit pour platiner le jeu, soit pour level up. Mais c'est rare que tu les fasses dans l'espoir de passer un bon moment. Maintenant, le problème véritable des quêtes secondaires aujourd'hui, et j'en ai un peu parlé sur le Discord avec vous, c'est que les studios subissent de plus en plus chaque année la vision particulièrement vénale des investisseurs vis-à-vis du jeu vidéo. Alors, j'ai bien conscience que investisseur et vénal, c'est un pléonasme, mais j'ai le sentiment, depuis une dizaine d'années, que les développeurs ont de moins en moins leur mot à dire sur leur propre jeu, et travaillent constamment en flux tendu, au point d'en faire systématiquement un burn-out. But has a unique claim to fame. I was laid off twice in 1 year, yes. The goal of maximizing quarterly profits is really the death of any artistic industry, and that view on it where we have to absolutely maximize profit is the thing that is eating us alive right now. Il y a combien de jeux qui, à la base, devaient être un jeu couloir et qui se retrouvent contraints de devenir un open world, parce que le type qui aura mis ses billes dans le projet aura décidé subitement que le jeu se vendrait mieux comme ça. Et tu sais quoi, le pire c'est qu'il a même pas tort. Effectivement, d'une certaine façon, ça se vend mieux. Mais est-ce que c'est mieux pour autant? Non. Combien de jeux deviennent tout à coup des jeux-services alors que c'est absolument pas dans leur ADN parce qu'on préférera la rentabilité à l'originalité? Combien de studios aimeraient faire quelque chose de plus atypique qu'un RPG à l'Ubisoft mais se retrouvent contraints de casualiser leur jeu pour plaire au plus grand nombre? Et c'est ça aussi mon souci, c'est qu'avant on faisait des jeux pour les joueurs, les devs concevaient le jeu auquel ils aimeraient jouer, maintenant ils conçoivent le jeu que n'importe qui aimerait acheter. Mais vous savez, plaire à tout le monde, c'est pas forcément un gage de qualité, c'est surtout le signe que vous plaisez à n'importe qui. Qu'on est resté sur des sentiers battus, alors on a surpris personne. Et quelque part, tout ce bazar, ça commence à se refléter sur les mécaniques narratives. Comme les quêtes secondaires, on bombarde de quêtes pour booster la durée de vie du jeu et maximiser la rentabilité du produit. Et comme les temps de développement sont paradoxalement de plus en plus longs, avec des délais de plus en plus courts, on fait les choses dans le rush. Et du coup, c'est souvent mauvais. Le seul espoir que j'ai sur ces prochaines années, c'est les petits studios indépendants qui, eux, en ont rien à faire de se planter, qui font ça par passion avant tout, et certains gros studios coutumiers des masterclass. Alors voilà où on en est. Le jeu vidéo est devenu une industrie qui produit des mondes toujours plus grands, mais ironiquement toujours plus creux, toujours plus vides. On nous vend des expériences censées durer des centaines d'heures, mais où la moitié n'est que du remplissage artificiel. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on joue encore pour le plaisir, l'immersion, ces moments uniques qui nous marquent, ou juste pour cocher des objectifs pensés par des marketeurs? Moi je veux croire qu'il y aura toujours des studios, petits ou grands, pour raconter des histoires qui comptent, pour qui créer des quêtes a du sens. Et en tant que joueur, c'est peut-être à nous de faire les bons choix, d'encourager ceux qui prennent des risques, et de refuser de se contenter du minimum syndical. C'est ce que j'avais essayé de vous dire à la fin de la vidéo sur Flint. Si vous continuez d'acheter des gros jeux simplement parce que c'est des gros jeux, et que vous passez pas un bon moment, mais que vous passez à côté des petits jeux indépendants qui proposent vraiment du contenu rafraîchissant, on va aller vers quelque chose de vraiment mauvais, de plus en plus. Parce qu'un jeu, c'est pas une durée de vie ou une liste d'activités, c'est des émotions,
sensations, de bonnes émotions. Et au final, malgré ce que je dis, si tu ressens ça aussi, c'est que le jeu a réussi son pari. Bah oui, hein, si j'ai mal parlé d'un jeu que t'as bien aimé, et que tu continues de l'aimer après ça, bah c'est que t'es dans le vrai. Personne n'a le droit de te dire que t'aurais dû passer un mauvais moment dessus. Personne n'a le droit de te dire que tu aurais dû avoir de mauvaises émotions si t'en as eu des bonnes. Et puis pour terminer, je te donne une quête à toi aussi, si cette vidéo t'a plu, hésite pas à t'abonner. Y a pas besoin d'aller buter 10 loups pour la réussir cette quête, alors inutile de stresser, il y a juste une souris à saisir et un bouton à presser. Bon, les moussaillons, ça fait un moment qu'on s'est pas parlé, pas vrai? Mais bon, je voulais quand même prendre un peu le temps de causer avec vous parce que, bah je sais pas, j'aime bien ces petits moments ensemble. Y a pas de langue de bois, y a beaucoup d'impro dans ce que je baragouine, et je sais pas, j'aime tout simplement ce moment privilégié avec vous. Enfin, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bien entendu. C'est déjà l'anniversaire de la chaîne, il y a 1 an, je postais pour la première fois une vidéo, hein, celle sur Avatar, pour ceux qui s'en souviennent. Alors bon, au passage, elle est plus disponible cette vidéo parce que, bah, j'aimais pas trop le message qu'elle véhiculait, c'était un peu violent. Pas envie qu'à terme on se souvienne de mon travail comme ça. J'ai trouvé le créneau du tavernier chill qui raconte des histoires au coin du feu. Parfois, il y a un peu d'humour noir et de mauvaise foi, mais je veux pas passer pour le rageux de service. Je laisse ça à d'autres. Perso, j'ai tendance à penser qu'on a le public qu'on mérite, hein, donc si on fait du contenu de gros haineux, de gros rageux, bah on commence à avoir la communauté qui va avec, c'est logique. En ce qui me concerne, la mienne, de communauté, même si vous savez que moi j'aime pas trop le terme, elle est formidable. Sans rire, hein, les gens, vous pouvez pas savoir comme c'est angoissant pour moi les réseaux, j'aime pas ça, et vous avez su me mettre à l'aise dès le départ. Hein. Si je remonte à la première fois que j'ai posté une vidéo, et même à celle de Skyrim qui a explosé, d'ailleurs on arrivera bientôt à 1 an de la vidéo de Skyrim, bah franchement, ouais, vous m'avez super bien accueilli dès le départ. Bon bah je veux pas faire le gars qui joue du violon, mais un grand merci à vous, je réalise pleinement la chance que j'ai de vous compter parmi mes abonnés. Sinon, au niveau projet, bah écoutez, y a toujours cette histoire de Twitch, j'aimerais bien lancer cette chaîne pour enfin vous parler en live, le seul bémol c'est que je montre pas ma trombine. Vous l'aurez remarqué, et même si c'est pas obligé, faut quand même qu'on soit honnête, c'est conseillé pour streamer. Vous, bah j'imagine que vous vous en foutez, hein, ceux qui me suivent depuis la première heure, mais les gens en général, je pense qu'ils vont se dire que bon bah si c'est pour voir un torse qui bouge, c'est pas très intéressant. Enfin bon, après, vous me direz. Autrement, j'aimerais beaucoup à terme sortir dehors avec ma petite caméra, faire intervenir des copains génistes pour faire des mises en scène. C'est quelque chose que je faisais déjà avant sur YouTube, mais bon, vous le savez pas, je vais pas vous le montrer. Mais maintenant que j'ai une chaîne qui marche bien, bah j'aimerais expérimenter de nouveau. Faut juste que je trouve le moyen d'intégrer du lore, le lore du tavernier. Pourquoi est-ce qu'il sortirait de sa taverne pour aller dehors? Comment lier ça avec le storytelling? Et puis surtout, comment faire quand on montre pas sa tête de con? Bon, bref, si t'as des idées, bah l'espace commentaire est là pour ça, et même si vous avez pas d'idées, dites-moi juste ce que vous avez pensé de cette vidéo, hein. Vous savez que je lis tous les commentaires, alors profitez-en, parce que bah pour le moment je suis pas un pourri de youtubeur avide de fric. Pour le moment, même si on n'oubliera pas de remercier Opera GX qui sponsorise cette vidéo. Putain, les pauvres, c'est la pire transition pour eux, je suis désolé, mais vraiment allez tester Opera GX, c'est vraiment un très très bon navigateur. Pour le coup, hein, c'est pas que de la com, hein, c'est vraiment adapté aux gamers, donc franchement moi je vous dirais allez-y. Allez le tester. En attendant, chères aventurières, chers aventuriers, reprenez votre manteau à l'entrée. J'espère vous voir revenir la prochaine fois pour écouter ma voix. La prochaine fois, vous voir revenir chez moi. Sous l'ombre des bois résonne un chant, des voix qui appellent au fil du vent. Venez contempler la flamme, quand doucement s'en va le jour. Les amours perdus, les légendes, les soupirs des grands troubadours. Le temps s'efface, l'histoire murmure sous chaque fête.